Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je dois déjà vous dire que je ne suis pas bien réveillée parce que ça fait exactement 15 minutes que je suis levée, que j'ai voulu poster la vidéo de ce matin, voilà, comme d'habitude, et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo ce matin. Je sais pas pourquoi. J'ai totalement zappé cette update lecture, donc je vous tourne et je vous le poste immédiatement après. Donc vous m'excuserez pour cette tête fatiguée. Ces cheveux qui vont bientôt disparaître, je l'espère, parce que là ça devient insupportable. Et on commence tout de suite avec 4 livres, attention. Je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicace. Jeudi, donc demain, vendredi et samedi, je serai aux fêtes Jeanne d'Arc. C'est les grandes médiévales de Rouen, notamment rue aux Juifs. Je vais installer la tente cet après-midi pour le coup. Et la semaine prochaine, c'est bien sûr les Imaginales et je vous mets les dates de juin et de juillet, mais ça nous fera très plaisir de vous croiser là-bas si vous y êtes. Je pense mieux qu'il faut finir par la catastrophe, pour le coup. Je vais vous présenter la petite nouvelle d'une maison d'édition que je ne vous ai pas encore présentée, parce que je n'ai pas encore tout tourné le book haul actuellement pour vous le présenter. Il s'agit de Suture de Livia et c'est chez les éditions eBay. YBY. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les littératures LGBT, dans le prisme assez large des littératures LGBT. J'avais envie de découvrir la maison d'édition parce que j'en avais déjà entendu parler et surtout parce que pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est l'illustrateur de La Gardienne du Chardon. Donc, quand j'ai vu le cher Gustave ici, je me suis dit, j'ai reconnu la patte, je me suis dit bon, on va tester. On est sur une petite nouvelle, ça coûtait 8 €, il me semble dans mes souvenirs, qui fait à peine 200 pages. 150 pages qui se lit en une soirée. Et j'ai bien sûr choisi la plus trash de tout ce qu'il proposait. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez, tu vois, devant, c'est marqué sombre frisson, vous avez un classement par type de nouvelle. On est sur un truc très glauque, je vous le dis, hein, parce que parfois ça m'a mis très mal à l'aise, mais c'était le but. C'est juste la manière dont c'était traité parfois, moi ça m'a mis un peu trop mal à l'aise parce qu'on a forcément des sujets sur lesquels on trigger ou on trigger moins. On est sur l'histoire d'un flic qui a été mis à la porte de la police, ou du moins vous savez il est en pause obligatoire, on sait pas pourquoi au début du récit. Et tout va évoluer au fur et à mesure, qui va se retrouver à la charge d'un gamin. Au début il pense que c'est un ado, et parce qu'il a le physique d'un ado, mais on est sur un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui a été retrouvé dans un état particulier, hein, donc en fait il a été enlevé et séquestré et abusé pendant des années par un homme dont on ignore un petit peu tout. C'est l'histoire en fait de deux personnes qui vont essayer de s'apprivoiser d'une certaine manière et de surtout découvrir le passé du jeune homme et son lien en fait avec pourquoi il pourrait être lié à cet homme qu'il a appelé, parce qu'on l'a placé là pas pour faire plaisir, c'est que le jeune homme, le seul prénom qu'il arrivait à dire, le seul mot qu'il arrivait à dire, c'était le nom du flic en question. Et donc au niveau de l'histoire policière, ça fonctionne très bien, hein, voilà, c'est très glauque. Je vous dis, alors celui-ci c'est plus 18, et même pour les plus 18, faut être averti parce qu'on a des scènes explicites d'abus, voilà, qui sont un peu horribles dans la scène et tragiques. Le seul truc qui m'a mis super mal à l'aise, c'est la relation entre les personnages principaux, parce que si ça se développait en tant que romance, bon, mais le contexte et en fait le personnage adulte, même s'il est adulte l'autre, mais le personnage on va dire plus vieux, a des penchants qui sont très perturbants dans le texte, voilà, même si c'est sur une personne adulte et consentante, il en reste qu'il y a un délire un peu enfantin derrière qui m'a mis mal à l'aise, hein. C'est le but du roman, me serait bien passé de la romance entre les deux personnages plus en étant sur l'enquête, parce que je la trouve assez glissante et assez problématique, voilà, dans le bouquin, mais ça fait partie de ces collections où t'es averti que ça sera problématique, voilà. Il y a aussi un côté fantastique dans le texte qui est assez surprenant, la fin est très ouverte, j'ai préféré les trois, on va dire
les 3/4 du récit, j'ai été moins convaincue par la fin et j'ai un peu de mal à comprendre le message derrière le livre qui est très nuancé et nuançable, voilà pour le coup, mais ça a été plutôt une bonne découverte de la maison d'édition. Je lirai d'autres textes un petit peu moins violents d'eux parce que je trouve le principe de lire la petite nouvelle en 1h30, le principe de mettre la littérature LGBT en avant en France, c'est quand même assez... c'est novateur hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à le faire, hein. C'est un truc un peu con, mais quand on va en salon, quand je présente par exemple la couronne d'Ossée d'épines, où je dis qu'il y a de la représentation, il y a plein de gens qui disent « Ah, des auteurs français qui font de la représentation, il n'y en a pas tellement que ça ». Et c'est vrai que moi j'apprécie qu'il y ait ce genre de représentation, mais sachez que celui-ci n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. Mais c'est vrai que les 3/4, j'ai apprécié. La fin un petit peu moins, mais ça m'a mis très très mal à l'aise à plusieurs moments. C'est assez glauque hein, la façon dont c'est fait. Voilà, il y a les trigger warnings au début, mais les abus sur les enfants, c'est compliqué à lire, hein, forcément. Ensuite, on présente quelque chose qui n'a rien à voir. Là aussi, on est sur un court roman d'un auteur dont je vous parle quand même assez fréquemment. Je crois que j'ai quasiment plus... Je dois avoir encore 2 ou 3 livres que je n'ai pas lus de lui. Mais ça sera fait sous peu, parce qu'en général, dès que je le vois en salon, et on se voit souvent en salon, je lui prends un bouquin. C'est Un royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, auteur de notamment du très bon Morgane. Celui-ci, on est à Marseille en 1596, où il y a les troupes d'Henri IV qui entendent faire plier la cité phocéenne qui a des volontés indépendantistes. Voilà. Ça m'a fait rire parce que ça n'avait rien à voir, mais ça m'avait pensé aux 3 mousquetaires, quand je suis allée voir les 3 mousquetaires et tout. Dans ce cher livre, on va suivre plusieurs personnages qui... pour le coup, sont réunis dans une auberge. Et chacun va découvrir leur passé, leur destin et leur lien en fait avec ce pivot de l'histoire. On va avoir les gens qui tiennent l'auberge, qui sont d'anciens combattants, notamment le personnage féminin dedans est une ancienne guerrière. On va avoir une vieille dame qui a un passé un peu d'espionne. On va avoir une sorte de chevalier. On va avoir des moines. Alors leur histoire est horrible et super triste, mais voilà. C'est un roman court, ça fait 266 pages comme ceci, avec des chapitres très très courts. C'est le premier roman, je crois, de Jean Laurent, qui a eu le prix Elbakin en 2015 du meilleur roman francophone. C'est peut-être celui que j'ai moins aimé parce que la plume est pas trop descriptive, contrairement à d'habitude dans ce que j'ai lu de lui, que c'est un peu plus classique que d'habitude, hein. C'est vrai que les autres, on est dans une ambiance un peu plus différente. Là, on est sur quelque chose de plus classique, médiéval. On est à Marseille, donc moi je connais pas du tout, je viens du Nord, donc ça me permet de découvrir un petit peu l'histoire. C'est toujours ça qui est intéressant chez Jean-Laurent Del Socorro, c'est d'avoir cette partie d'imaginaire, parce que forcément il y a un petit peu de partie d'imaginaire, mais aussi d'avoir de la réinterprétation historique. Il y a plusieurs personnages très attachants dans le texte, notamment moi j'ai eu un véritable intérêt pour l'histoire des 2 moines qui utilisent de la magie et c'est une sorte de drogue un peu horrible qui agissent sur leur corps. Ça a été plutôt positif. Il y a un seul des personnages que j'ai eu du mal à accrocher, que l'histoire m'intéressait pas forcément, mais le texte en fait il est construit assez étrangement. T'as une partie en premier sur les faits actuels, t'as un retour dans le passé et ensuite t'as le gros événement. Le seul truc c'est que c'était très précipité dans les événements, dans l'action, ça va vite tu vois, et c'est des chapitres super courts. Moi c'est pas forcément, je préfère quand ça prend son temps, qu'il y a des descriptions, mais ça permet de vraiment découvrir plusieurs portraits de personnages, pas trop fouillé, vraiment c'est une petite fantaisie que tu lis en fait entre 2 gros livres. Pour moi c'est vraiment un livre que tu enchaînes entre 2 grosses lectures, mais qui saura je pense t'émouvoir sur certains points, mais qui sincèrement est à mon sens beaucoup moins approfondi que ce que j'ai pu lire d'habitude de Jean-Laurent Del Socorro. Voilà, on est sur une histoire classique d'assassinat et ce genre de choses, mais pour le coup la plume est toujours présente, même si on voit l'évolution au fil des livres qu'il écrit. Le thème historique est assez sympa, même si moi ça me parle un petit peu moins, et surtout les thèmes abordés sur la religion, les thèmes aussi de rébellion, de guerre, de royauté, voilà, de liberté en fait d'une certaine manière est assez intéressante. Et en fait moi les passages que j'ai préférés dedans c'est vraiment le passé des personnages qui est très bouleversant. Pour le coup ils ont tous des histoires assez difficiles, mais c'est ce qui en fait le charme. Mais j'ai hâte de lire parce que
véritablement c'était pas celui qui me tentait le plus en premier, j'avais plus envie de lire, alors il va pas être marqué parce que normalement bah, c'est son premier roman celui-ci, et c'est Une fille de rage, je crois que qui me tente plus, mais pour un premier roman, c'est très bon. Voilà, faut aussi remettre en contexte, mais c'est très bon. Voilà, ça a été salué par un prix, mais tu vois qu'il y a du potentiel, et ce potentiel, il est bien sûr visible avec ses autres œuvres. Mais si vous voulez lire du Jean-Laurent Del Socorro, peut-être commencer par celui-ci, vu que bah, c'est son premier et que ça ne fait que évoluer en positif après, voilà. Mais ça a été plutôt une bonne découverte, et moi j'aime bien voir les premiers écrits des auteurs, voilà, je trouve ça intéressant. Au côté qui fâche, on va parler d'un auteur dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, dont j'ai le projet de terminer cette année son œuvre, parce que comme je vous l'avais expliqué, pour faire une chronique un peu détaillée d'une saga, je ne peux pas ne pas finir la saga, parce que ça serait déjà injuste envers la saga, et surtout bah, c'est mon métier de vous proposer du contenu un minimum travaillé, donc ça me paraît logique que je termine quand même ces bouquins, et j'y vais un peu à reculons, parce que cet auteur, j'ai une histoire complexe avec lui, c'est-à-dire que je lis depuis que j'ai 12 ans, que je l'ai découvert beaucoup trop jeune, parce que c'est considéré quand même pour certains c'est de la dark fantasy, hein. Donc ça m'a traumatisé sur plusieurs points, et c'est un auteur au fil et à mesure des années qui me choque en fait par ses récits, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire que politiquement parlant, c'est un récit qui est très engagé, mais c'est particulier. La vision des femmes et des agressions dans le texte sont très années 90-2000, et je vous en parle parce que là c'est un gros sujet dans celui-ci. Alors on va aborder des questions qui sont un peu difficiles aujourd'hui, mais il faut en parler parce que quand on a ce genre de livres qui à mon sens sont dégueulasses, il faut le dire aussi. Je vous les présente les deux parce que c'est quasiment c'est vraiment... Alors si vous n'avez pas envie d'avoir aucun spoil sur Terry Goodkind, ne regardez pas, voilà, sincèrement. Mais là, je vais quand même vous parler au moins du premier tome pour vous parler de quoi ça parle. Et surtout, là, on est dans un nouvel axe, on est dans quasiment une nouvelle histoire, dans l'histoire de Terry Goodkind, parce que ça fait vraiment tome qu'on écrit pour se faire de l'argent, parce que ça ne fait pas avancer tellement le propos. Je vous présente donc la chaîne de flammes et le fantôme du souvenir de Terry Goodkind. Donc c'est le tome 9 et le tome 10 de l'épée de vérité, qui est une série qui comporte 14 tomes. On arrive au bout, voilà, on arrive au bout. C'est une saga que j'ai mis très souvent en pause parce que j'avais pas envie d'y retourner. Parce que j'avais pris du plaisir dans les 3-4 premiers tomes, et qu'ensuite cette saga souffre vraiment de je suis un auteur avec une saga à succès, je vais continuer d'écrire des tomes qui servent à rien. Voilà, je vais être assez dure dans mes propos parce que ce livre est très apprécié d'une communauté, et je ne critique pas voilà, vos goûts, mais à mon sens il me pose beaucoup de problèmes, parce que dans cette histoire, alors ils sont assez lourds, je vais en tenir qu'un seul. On suit l'histoire de Richard. Richard, c'est l'archétype même du héros. C'est un jeune, il est bûcheron, je crois, au début du premier tome, qui va être choisi comme le sourcier. Le sourcier, c'est une sorte de héros qui est là pour défaire les forces du mal, et avec une épée, hein, c'est un peu une sorte de roi Arthur. Et dans le premier tome, il va faire la rencontre de Callan. Callan, c'est une inquisitrice, c'est une femme qui est capable de contrôler les gens rien que par le toucher. Voilà, elle peut leur demander des choses horribles, et c'est pour ça qu'elle est très craint, qui va partir à la recherche de ce sourcier pour défaire l'empereur Drakenhal, qui fait un peu de la tyrannie de l'autre côté du royaume, parce que dans le premier tome il y a une grande barrière magique qui sépare un peu les deux royaumes. Il y a le royaume de Drakenhal et puis un royaume un petit peu plus libre, là où vit Richard. Et donc ça va être l'histoire de ce jeune homme qui va progressivement prendre de plus en plus de place dans le royaume en place, jusqu'à obtenir une place très avantageuse. On est sur un texte qui est très engagé, qui est très américain. Et je vous le dis parce que
on va dire à partir, je crois que c'est du tome 7, c'est Richard au pays des communistes, et en quoi le communisme est horrible, et vive l'Amérique, vive le capitalisme, qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne veulent pas se faire de l'argent sur les autres. Bref, voilà, c'est très humoristique à lire, hein. Vraiment c'est très humoristique, et c'est prégnant parce que dans celui-ci, on va dire à partir du tome 7, il y a un autre grand méchant, il y a un autre grand royaume qui a plutôt un régime assez différent de ce que du capitalisme à la Richard, et ils sont en opposition, et donc le portrait qui est fait de ce régime dans le texte est affreux. Et dans celui-ci, tout le principe va être que on va oublier le personnage de Callan, et Richard va essayer de la retrouver. Voilà. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue, mais déjà c'est une intrigue qui est pas folle, hein, j'ai l'impression d'être sur un téléfilm de France 3 quand je lis ça, mais surtout qui donne prétexte à ce que les personnages se souviennent du passé. C'est-à-dire que pendant... Alors c'est ce tome... Oui, c'est ce tome-ci. On va avoir énormément de personnages qui vont dire « Ah, mais tu te souviens quand on s'est rencontrés, machin ?» Donc du bourrage de pages qui sert absolument à rien. Dans ce texte aussi, il y a un problème avec Richard, que je déteste, mais Richard est vu comme un espèce de... Alors, c'est un courant de pensée, Richard est la représentation d'un courant de pensée qu'a Terry Goodkind, mais il est la représentation du héros absolu dont tout le monde... c'est le sauveur, tu vois, pour tout le monde. Oh mon dieu, Richard, qu'il est formidable. Et surtout, oh mon dieu, Richard, j'ai envie de le mettre dans mon lit. C'est un peu ça dans le texte, c'est-à-dire que il y a beaucoup de romance, et moi qui avais enchaîné avec de la romantaisie juste avant, j'étais en mode mais faut arrêter là les gars. Même dans Terry Goodkind, je me fais saouler avec ça. C'est-à-dire que comme techniquement plus personne se souvient qu'il a une femme, et les femmes, et même des femmes super puissantes et badass dans le texte, vont être « Oh mon dieu, Richard, oh mon dieu, je l'aime !» Voilà. Et t'es en mode « Oh, c'est pas possible !» Donc, celui-ci est très tourné là-dessus, et le seul intérêt, on va dire, qu'il y ait dedans, c'est qu'on a, avec des personnages un petit peu plus mineurs, de la recherche de prophéties, de textes un peu plus importants qui font avancer l'histoire, parce que sinon le reste, c'est pas le cas. Je vous présente aussi celui-ci parce que c'est vraiment la suite directe, hein. C'est des tomes, t'as l'impression que c'est même quasiment un seul tome, où le Richard il est toujours en PLS, et qu'on a toujours cette recherche de Callan. Autant dans le premier c'est Richard au pays de qui je vais les serrer, autant dans celui-ci il y a un énorme problème sur les agressions, et moi ça m'a terriblement choquée parce que ce bouquin est sorti, celui-ci a dû quand même sortir dans les années 2000, c'était il y a 20 ans les gars. Bon, même s'il n'y avait pas MeToo, est-ce qu'il y a la date ou pas? 2010 2010, il y a 10 ans, il y a un petit peu plus de 10 ans, où je sais que c'est un récit qui a été écrit pour le public masculin, le jeune public masculin, et qu'à l'époque, il y a ce fantasme horrible là-dessus. Donc Callan, comme je vous ai dit, on a oublié un petit peu sa présence, et elle va être sous le joug de quelqu'un. Et en fait, ce qui est horrible pendant tout le texte, c'est qu'on a la punition de l'agression qui est mise en avant. Ça va être compliqué de vous en parler parce que c'est un sujet touchy, c'est un truc qui m'a énormément énervé et révulsé pendant tout le texte, dans le sens que Callan va être menacé d'être agressé par le personnage un peu méchant de l'histoire, mais il va ne pas le faire parce que Callan est vu par l'auteur comme le personnage pur, c'est-à-dire que Terry Goodkind a un véritable problème avec les agressions dans le texte, et que quasiment toutes les femmes le sont, sauf Callan, parce que Callan est au-dessus de ça, et il faudrait pas salir le personnage principal parce qu'elle perdrait de sa valeur vis-à-vis de son mari, mais aussi vis-à-vis du public masculin jeune qui lit ces auteurs-là, qui lit cet ouvrage-là. Ce qui est très 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 problématique, ce qui est absolument dégueulasse, il y a une scène, donc déjà plusieurs fois qu'il essaye de l'agresser, il a fait promener nu devant les gardes pour savoir qui va l'avoir à poil, c'est vraiment des trucs horribles, mais dignes de Terry Goodkind, c'est-à-dire que vraiment les choses envers les femmes, il a un délire, vous savez, hein, il a un délire SM aussi avec... ces femmes en tenue de cuir, qui sortent les fouets, qui font du mal aux hommes. Voilà, y a un délire sexuel derrière cet ouvrage qui est quand même très, très particulier. Et à un moment, le personnage, donc t'as une scène où tu te dis bon, ça va arriver. Et c'est horrible, et tu sais qu'avec Goodkind, il n'y aura pas de
réel intérêt, dans le sens qu'il n'y aura pas de remise en question du personnage agresseur, il n'y aura pas de reconstruction du personnage féminin, quelque chose qui pourrait être intéressant ou du moins qui pourrait faire avancer la cause. C'est juste pour le scénario, et là en plus il avance pas vraiment, mais le personnage va quand même dire à Callan qu'en fait il le fait, hein, il commence, tu vois, vraiment tu sais qu'il n'y a pas d'autre échappatoire, et la magie du scénario va dire en fait non, je vais le faire quand ton mari sera là. Donc au moment où Richard pourra te sauver. Alors c'est soit, alors parce qu'on sait pas encore arrivé, mais c'est soit ça va le faire pour être encore plus choquant, soit ça va être fait jusque pour Richard sauve à ce moment-là et qu'elle ne soit pas salie d'une certaine manière. Vous voyez, je pense, le problème derrière, c'est affreux. Donc ça a été le gros problème de ce livre aussi. Je pense que c'est la première fois où c'est aussi problématique chez Terry Goodkind, parce qu'il y a de nombreuses scènes où c'est choquant. Là, c'est quasiment utilisé dans un espèce de scénario dégueulasse. Vraiment, j'ai un peu de mal avec ça. Je sais que c'est de la fantasy sombre, mais là en plus c'est super mal écrit. Alors ça se lit très très vite, mais surtout c'est que les personnages deviennent des parodies d'eux-mêmes. C'est-à-dire que Richard, il a un melon, les gars, il se prend vraiment... Il y a des gens qui l'attendent, il y a une guerre qui l'attendent, et il est en mode « Non mais je vais sauver Callan en fait, vous pouvez mourir, hein, tous les pecnos qui ont besoin de moi, non j'ai besoin de sauver ma femme avant tout. » Je suis en mode « Bon d'accord, c'est un égoïsme exacerbé, vraiment au maximum. » Alors c'est un livre qui est, quand tu lis à travers les lignes, comme je vous dis, hein, sur le capitalisme, sur l'Amérique outrancière et vive l'Amérique, c'est quand même particulier. Et surtout, c'est qu'au niveau du scénario, ce que je vous ai dit, il n'y a pas grand chose d'autre, c'est des pages et des pages de discussion, de travail sur les personnages, mais qui sont non nécessaires parce qu'on les connaît déjà. Ils arrivent à faire des personnages comme Nikki, qui est un personnage qui arrive au milieu du récit, super badass, une espèce de nana en amourette qui se pâme devant Richard. Je suis en mode, mais la nana c'est la reine de la mort, qu'est-ce qu'il me chante. Pareil, le personnage de Kara qui est une Morsite, qui sont dans le texte des espèces de... C'est les forces armées de Drakhenral, donc vraiment les nanas elles sont décrites horriblement, hein, parce qu'elles font subir à Richard des choses horribles dans le texte, et on apprend un petit peu plus des choses vis-à-vis de Kara, et je pense que c'est le seul truc un peu positif dans le texte. Mais pareil, ils ont fait un personnage niais. Je fais la nana, c'est une méga puissante guerrière qui tue des gens, et là t'es en train d'en faire une « Oh mon dieu, mon mari !» Voilà, moi qui aime pas la romance, c'était compliqué. Et surtout, même au niveau de... Les bouquins font 500 pages. Et en 500 pages, tu peux résumer en 3 minutes ce qui se passe, parce qu'il y a tellement peu de choses qui se passent, et que ça étire l'intrigue, t'en peux plus. T'as qu'une envie, c'est que ça se finisse, tu vois. Vraiment, et j'ai très peur que ça s'étire comme ça jusqu'à la fin. Mais il faut un moment que je sache comment ça se termine, et surtout pour vous faire une vidéo complète. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, mis à part que ça a été une catastrophe, véritablement ça confirme le fait que Terry Goodkind c'était quand même très problématique comme texte, et c'est quand même les années 90-2010, c'est pas les années 50, et que les portraits de femmes, les agressions et tout ça, c'est même pas en mode oh il y en a et c'est un peu sexiste, non, c'est il y a un véritable délire problématique derrière qui est un petit peu romantisé dans le texte, qui est quand même très compliqué, mais même en termes d'épique, même en termes de créatures, de monstres, ce qui faisait le sang et la chair un peu de ce livre, hein, voilà, avec je veux dire les premiers tomes, il y avait quand même des très très bonnes choses, hein. Moi j'ai été très marquée, alors j'étais beaucoup plus jeune, mais par des scènes super intéressantes. Là, c'est pas ouf. Et ça revient sur des personnages, en fait, tu sais qu'ils vont même pas mourir parce qu'à chaque fois ils revivent. Bref, c'est des enchaînements de facilité scénaristique qui sont quand même... c'est quand même horrible de se dire que ça a été publié parfois, tu vois, tellement c'est facile scénaristiquement parlant. Mais bon. Voilà, donc ça a été un niet pour moi, c'est vraiment très très mauvais. Mais n'hésitez pas à me dire vous si vous avez aimé, comme je vous dis, c'est pas parce que j'ai pas aimé que je juge ce livre, que je juge votre personne et vos goûts. Mais n'hésitez pas à dire si vous avez aimé Terry Goodkind pour avoir voilà, un autre pendant à ce texte-ci. Et surtout, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.